merci Meredith Santé pour l'organisation sans faille par rapport à ce webinaire. Juste avant d'oublier de dire que tous les webinaires et l'historique des webinaires sont sur le site de Meredith Santé et vous pouvez toujours les revoir en replay. Si vous avez des collègues ou d'autres qui ne sont pas inscrits, ils peuvent toujours s'inscrire et revoir en replay toutes les communications qui ont été faites. Bonsoir à tous, merci d'être présents pour ce topo. Effectivement, on va parler aujourd'hui d'un sport qui est l'escalade, qui est plutôt en engouement dans cette période, avec des possibilités beaucoup d'escalade en milieu naturel, mais surtout en milieu sur des murs d'escalade artificiels ou dans des salles. Et effectivement, ça permet un peu d'expliquer un peu la pathologie et on essaiera d'expliquer un peu le rôle des positionnements au niveau de l'escalade, les pathologies possibles en aigu, en chronique et comment on peut lier éventuellement un traumatisme avec la pratique de l'escalade selon le geste qui a été effectué. Donc, souvent, il y a des patients qui viennent nous voir en disant « Docteur, je grimpe, je fais de l'escalade et j'ai mal ». Mais il faudra savoir qu'il faudra différencier entre cette population, ces patients. Il y a des gens qui ont fait l'escalade depuis longtemps, mais ils continuent à la faire à des âges un peu avancés. Effectivement, mais il y a aussi des champions, et des champions qui ont fait la pratique de l'escalade depuis des années, ils sont préparés du point de vue musculature, du point de tout, et ce qui permet de soulager un peu des douleurs qui sont ressenties par d'autres parce qu'ils ne sont pas bien préparés, ou simplement ils étaient bien préparés, et avec l'âge, ça a changé un peu leur style d'escalade. Commençons par le début. Les types d'escalade qu'on peut rencontrer, c'est soit une escalade traditionnelle sur des voies naturelles qui sont peu équipées, donc problème de sécurité parfois, une escalade sportive sur des voies entièrement équipées, sur des blocs qui sont des blocs aménagés ou sur un mur rocheux de faible hauteur. Les voies sportives, par exemple, le mur d'escalade sont à 15 mètres. Par contre, les blocs aménagés, maximum 4 mètres, 4 mètres 50, pas plus. Et à la fin, il y a la technique de la via ferrata sur falaise, qui sont effectivement des voies qui sont complètement. Commençons par le début. L'escalade traditionnelle, comme on sait que ça a commencé, par exemple, sur cette escalade-là en 1906, on a depuis effectuer des blocs aménagés qui permettent soit à travers des fissures qui sont là en traditionnel, on les a recréées au niveau du bloc, avec surtout des possibilités de voies d'escalade différentes, mais qui sont équipées pour une sécurité. Si on fait un choix de l'extérieur, attention, il y a des matériaux spécifiques pour l'extérieur qu'on n'utilise pas sur les murs d'escalade. Et ça, il faut impérativement avoir la sécurité là-dessus. Si on fait pour les blocs, ça veut dire des rochers qui sont moins de 4 mètres de hauteur, on peut le faire l'escalade. Mais attention, il faut toujours une sécurité, comme ici un crash pad, parce qu'il n'y a pas de câble, il n'y a pas de qui permettent d'avoir une sécurité, et c'est surtout quand il y a une chute, il va tomber directement. Petit bloc, regardez ici avec des copains et qu'on peut avoir une sécurité là-dessus, mais c'est un peu difficile, mieux vaut mettre le crash pad directement pour pouvoir éviter tout traumatisme à ce niveau. Quand on parle de l'extérieur, parfois il y a de l'escalade d'une manière très importante et surtout isolée. Regardez par exemple une fissure en remontant tout le long, quelqu'un de champion qui peut le faire, ça ne pose aucun problème, mais quelqu'un qui n'est pas habitué et qui n'a pas s'est préparé sur ce type d'escalade, c'est très difficile d'avoir là. Il faudra le faire sur des voies qui sont sécurisées et non pas comme des champions où ils peuvent, comme on disons, ouvreurs de voies et qui permettent de remonter, mais à leur propre rythme. À l'extérieur, pareil, attention, il y a aussi des devers, et c'est des devers qu'on peut le faire soit seul parce qu'on est très champion et à partir de là, on prend des risques, soit aussi à une escalade, mais avec une voie qui est déjà préparée, soit comme ici, avec une sécurité, on verra ça plus tard, avec ce qu'on appelle la moulinette qui permet, avec une corde, qui permet de stabiliser un peu, et s'il y a une chute, automatiquement, ce qui est le collègue qui est en bas ou l'entraîneur peut très bien
éviter qu'il y ait une contusion directe là-dessus. Je termine l'extérieur par la via ferrata, qui est une voie sur des falaises et qui est bien préparée avec des pitons et en même temps des câbles qui sont tendus. C'est très sécurisant, mais aussi c'est quelqu'un qui doit éventuellement effectuer des démarches en disant on passe par là, on remonte parce qu'on escalade, mais il y a toujours une sécurité beaucoup plus importante que si c'était en escalade pure. Revenons à ce système de blocs aménagés, comme on avait dit, c'est des blocs qui sont à 4-5 mètres de hauteur, il n'y a pas de corde, mais on peut faire les mêmes mouvements éventuellement comme si c'était à l'extérieur. Regardez un champion qui peut le faire sur un devers à l'extérieur, à des hauteurs vertigineuses, tandis qu'un bloc à l'intérieur, regardez la taille, la hauteur d'un homme, c'est du 2 mètres, par exemple 1,75 m qui sont là, et pratiquement c'est un bloc de 4 mètres. Et effectivement, on utilise les mêmes types de prises à ce niveau, mais avec une sécurité ici, parce qu'il y a des crash pads, il y a des choses, il y a des sécurisants là-dessus. Par contre, c'est très difficile de le faire en milieu extérieur, en dehors du champion. Ça peut être aussi une escalade sur des structures et des bâtiments. Regardez par exemple une structure qui est faite pour une escalade, qui avoisine les 40 mètres. C'est pas simplement, mais c'est exceptionnel. Ça peut être aussi des façades de bâtiments qui peut être fait et surtout qui est équipé avec des cordes qui permettent d'avoir une sécurité. Arrivons à ce problème, on se dit que le bloc aménagé, ça peut être aussi dans des murs, comme ça peut être aussi à l'extérieur, avec des possibilités de rappel. On voit ici la corde qui permet une sécurité, comme ça peut être aussi, parce que là c'est un mur d'escalade avec difficulté, et à partir de là, on est obligé d'avoir une sécurité là-dessus. Là, à l'extérieur, c'est des blocs d'escalade qui permettent d'avoir une possibilité avec des appuis différents, de différentes formes, et qui peuvent être liés par une classification de difficulté. Revenons à l'historique, la première chose de l'escalade qui a été faite, c'était ce mont Aiguille qu'on appelle, qu'on voit, et que ça a été fait en 26 juin 1492. Et effectivement, c'était la première fois qu'on parlait de ça. C'est Antoine de Ville qui a commencé cette escalade-là avec sans équipement, et à partir de là, on se dit que c'est le premier geste d'escalade qui a été effectué. Et depuis, il y a plusieurs choses. On a eu effectivement les fédérations internationales. Actuellement, en 2015, par exemple, on est à 35 millions d'adeptes par rapport à l'escalade. Et il y a aussi l'UIA qui devient l'IFSC éventuellement après, c'est l'international, la fédération internationale. Et surtout chez nous en France, on a toujours la fédération de la montagne de l'escalade qui permet de gérer un peu toutes ces activités-là. N'oubliez pas aussi les jeunes qui ont leur championnat déjà. Et effectivement, pour Tokyo 2020, c'était la première année où il y a eu l'escalade comme sport olympique. Et on espère pour Paris 2024 avoir effectivement cette épreuve d'escalade. On verra ça plus tard. Commençons par la base. Pourquoi on dit c'est un mur qui est difficile ou pas difficile? Donc, il faut les classifier. Et le plus simple, c'était de commencer par une classification. En France, on utilise des classifications en chiffres, de 3 à 9 par exemple, mais dans les subdivisions, le 3, il y a le A, B et C. Ainsi de suite, le 4, A, B et C, et ainsi de suite, tout en sachant que le chiffre le plus bas, c'est la voie la plus simple et la plus facile. Pour arriver à une escalade en extérieur, par exemple, du type 9C, qui est la plus dure et qui a été faite le plus. Et dernièrement, depuis un mois pratiquement, il y a eu aussi des propositions pour faire une escalade à 10A. Mais tout en sachant que la proposition de la classification, ce n'est pas des organismes qui le proposent, c'est des grimpeurs champions et qui peuvent dire sur une voie, j'ai fait cette voie, elle est plus dure que les autres et je propose qu'elle s'appelle 9C et non pas 9B par rapport aux autres. Ce qui fait qu'on a un catalogue par rapport à l'escalade à l'extérieur, par exemple, où on sait qu'effectivement, un trajet, par exemple, la pointe de Balmerou, c'est effectivement quand elle roule là, on a des chiffres qui correspondent à la difficulté de l'escalade pour arriver au sommet ou arriver à la fin de ce projet. Revenons à cette cotation. On parle pas la même chose partout. Aux États-Unis, en Angleterre
et pour la Fédération internationale sur bloc, effectivement. Mais en France, on sait qu'on va utiliser cette volonté, une volonté pour cette classification. Par exemple, le 1, c'est la sentier à plat, donc on n'est pas dans l'escalade, mais ça commence à partir de 4A. 4B et 4C, c'est l'initiation. 5A jusqu'à 5C, c'est le perfectionnement. Le 6A jusqu'au 6C, c'est l'escalade technique, adhérence, petite prise, premier devers. Le 7A, 7B et 7C, c'est l'escalade physique, parfois en devers, et le début de la compétition à partir de 7B. Et effectivement, les 8A, B et C, c'est les hauts niveaux. Et on termine par des champions qui sont pratiquement 9A, 9A+, 9B, 9B+. Pourquoi le plus? Parce qu'effectivement, parfois une double cotation, ça veut dire, on peut dire c'est un mur qui fait 5B, mais à côté, on va mettre un 5C, parce qu'un sujet de petite taille, il pourra pas effectivement faire ce qu'il faut par rapport à l'escalade, par rapport à la même classification. Et c'est pour ça que vous retrouvez parfois des doubles cotations par rapport à ce mur ou par rapport à ce bloc. Pareil, ça peut être en chiffres romains aussi qui ont été effectués, mais pour les blocs, mais effectivement, il faudra comprendre et de faire un peu en sorte qu'effectivement, que tout le monde parle de la même façon. Parfois, on peut utiliser des codes couleurs, par exemple, enfant, cette couleur, adulte débutant, moyen, difficile, très difficile. Et ça permet de se retrouver un peu dans la salle, dans la mur d'escalade qui est présente à ce niveau. Effectivement, si on repart sur Paris 2024, pour les Jeux olympiques, il y a 3 types d'épreuves. Et il y a l'épreuve de vitesse, ça veut dire qu'il faut monter un mur de 15 mètres qui est parallèle avec 2 compétiteurs. Actuellement, sur 15 mètres, on arrive à pratiquement 5 secondes. Donc, énorme par rapport à la vitesse que laquelle. Je parle des frères Mavem, par exemple, qui font une démonstration exceptionnelle sur ce type de vitesse. Pareil, il y a une épreuve de difficulté, c'est des murs d'escalade avec des devers, des hauteurs de 12 mètres minimum, mais avec une sécurité. Ça, il y a effectivement une sécurité là-dessus, et ça aussi, il y a une sécurité avec une corde qui permettra de stabiliser les choses. Et après, l'épreuve de bloc, qui est, il faudra faire tous les blocs qui sont présents dans la salle sans corde, donc il faut maximum 4 mètres, 4,50, crash pad, et en même temps, des devers, et il faudra qu'il le fasse dans les moins de 4 minutes. Actuellement, pour Paris 2024, je pense qu'ils ont pris la décision que ce soit, avant c'était un champion olympique, il faisait les 3, maintenant la vitesse c'est à part, et puis le reste c'est à part, pour avoir 2 champions olympiques par rapport à ces épreuves. On attendra la fédération, et effectivement, pour ce type de décision. Commençons par la base. Quand on parle d'une escalade, il y a par exemple l'angle dièdre qui est là. Il y a la dalle qui est un peu inclinée, le mur qui est là, un devers qui est de côté, une arête, un surplomb et surtout une traversée. Et quand on est dans une salle, bah effectivement, on est un peu perdu parce qu'il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs types de salles, il y a plusieurs types de prises. Or, il faudra le savoir. Ça veut dire que les codes couleurs permettent d'avoir des voies qui sont de plus en plus dures en fonction de la couleur de l'appui qui va être fait. Et ça, c'est l'intéressement au niveau des lectures des voix pour qu'ils puissent lire un peu quelles sont les possibilités et à quel niveau il faudra commencer. Est-ce qu'il faut commencer à un niveau débutant, après ça part et ainsi de suite. On ne peut pas commencer d'emblée sur un truc très difficile parce qu'effectivement, le trajet est très dangereux et malgré qu'il y a une sécurité. Revenons à ce problème de sécurité. Et effectivement, il faudra qu'il y ait toujours une assurance à ce niveau. Donc, baudrier, quand ils sont plus avec une corde, il faut des pitons et coinceurs pour l'extérieur. Au niveau mur intérieur, bah, on a quelque chose qui tient à ce niveau. Et à partir de là, c'est des mousquetons qui permettent de stabiliser, soit qu'il est sécurisé, soit qu'il est non sécurisé. Et attention, c'est risqué, parce que si la corde là, elle est bloquée à l'intérieur du mousqueton, celle-là, elle peut sortir parce que le mousqueton, il peut s'ouvrir. Donc attention, il faudra faire une bonne assurance et une bonne sécurité à ce niveau lors de l'escalade, quand on a besoin d'un mur d'escalade. Par contre, sur les blocs, comme on en avait parlé, ça serait plutôt éventuellement les crash pads qui, dans une salle, elle est parfaitement bien équipée. Et à l'extérieur, il faudra savoir prendre avec soi le crash pad. N'oubliez pas, chute,
fracture, macrofracture, donc fracture du poignet, fracture du genou, fracture du pied, fracture de la cheville, on verra ça plus tard, et trauma crânien surtout. Et à partir de là, faire attention à ça. Donc, trauma crânien, pour éviter ça, on porte un casque. Quand on est en extérieur, il faut le faire. Parce qu'effectivement, quand on remonte vers le haut, il faut savoir qu'il y a des petites pierres ou quelque chose qui peut descendre et dégouliner sur la tête, et à partir de là, un traumatisme crânien qui arrive. Pareil, quand il y a quelqu'un qu'on appelle un ouvreur qui permettra de partir sur la voie et avoir plusieurs mousquetons, plusieurs coinceurs, plusieurs choses pour préparer cette voie pour qu'il y ait plein de sécurité là-dessus. Et effectivement, c'est dans ces coinceurs qui sont coincés à l'intérieur, on peut mettre plusieurs mousquetons qui permettent de stabiliser et de sécuriser cette voie. Quelque chose de particulier qu'on appelle la moulinette. La moulinette, c'est quelqu'un qui est vers le bas, qui va tenir avec un baudrier une corde, et cette corde, elle va partir sur le haut, et elle va être stabilisée par des mousquetons là-haut. Donc, ce qui fait que quelqu'un chute ou il tombe, le collègue qui est en bas, automatiquement, il va pousser un peu et vérifier un peu les choses. Sur un mur d'escalade de 12 mètres, ça va être la même chose. Ça veut dire qu'il faut impérativement quelqu'un qui sécurise la corde, parce que s'il y a une chute, au moins, il va tirer sur la corde et ça permet de suspendre un peu la personne qui est présente. Pathologie spéciale, il ne faut pas l'oublier, celui qui est en bas, il va regarder tout le temps en haut. Et à partir de là, ça peut poser un problème pour un rachis cervical, des douleurs cervicales. N'oubliez pas que ceux qui sont en bas, c'est souvent les gens qui ont, les seniors, qui ont déjà l'expérience et ils voient directement la sécurité directe. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Mettez des lunettes prismatiques qui permettent, dans la position comme ça, de voir un peu ce qui se passe vers le haut pour éviter l'hyperextension qui peut donner des douleurs cervicales, qui peut donner douleurs des deux épaules. Et effectivement, ça peut être important par rapport à la sécurité pour eux. Regardez dans un mur d'escalade, dans un mur, il y a des sécurités avec des cordes, avec des points d'attache. Regardez les coinceurs à l'extérieur, pratiquement c'est la même chose. Et quand quelqu'un il va grimper, il va passer une corde de sécurité à travers ce mousqueton pour que s'il tombe parce qu'il est en haut, automatiquement ce mousqueton et cette corde va éviter qu'il retombe complètement vers le bas. Effectivement, pareil, moulinette à l'extérieur, avec une corde qui va directement vers le haut, sur un piton comme ça, et qui permet d'avoir une sécurité pour les gens qui grimpent. Comme ça, s'ils tombent, s'ils chutent, il y a quelqu'un qui tire dessus, et à partir de là, il le stabilise. Regardez le casque, comme je vous ai dit, sur une paroi rocheuse. Parfois, il y a des traumatismes crâniens par des chocs directs à ce niveau. Regardez les pieds aussi, parce que ça peut aussi donner des douleurs au niveau des genoux, des douleurs par des dermabrasions, des plaies ou des contusions directes dans le milieu extérieur où ce n'est pas net comme un mur d'escalade. Problème de sécurité, la moulinette peut être faite aussi à l'inverse, ça veut dire au lieu qu'il soit vers le bas et qui tient un peu pour avoir la sécurité, ça peut être aussi quelqu'un qui a passé en premier, il s'est assis, il s'est forcé avec la corde, il attend le deuxième pour qu'il puisse monter et avoir une moulinette qui est en attente par rapport à l'autre qui est en bas. Surtout maintenant, dans les murs actuels, on a des systèmes automatiques. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui tient toujours la corde, il y a des systèmes automatiques, des freinages automatiques, qui fait que s'il y a une chute, automatiquement ça se déroule, il s'arrête parce qu'il y a un frein automatique qui se fait. Donc c'est un problème de sécurité majeur à ce niveau et ça serait très bien d'avoir un peu ce dispositif dans toutes les salles pour avoir cette sécurité-là. Parce qu'effectivement, une chute d'une hauteur de 5 mètres, ça peut être adapté par rapport à un crash pad, mais une chute de 15 mètres, ça fait beaucoup et ça fait un traumatisme important à ce niveau. Les blocs extérieurs aussi, ça peut être aussi, regardez la hauteur 4 mètres, mais effectivement, on a des positions qui sont un peu dangereuses. Regardez par exemple cette jeune fille qui s'assoit et qui s'attache avec ses pieds. Donc, il y a des positions où on peut forcer ça, des champions qui peuvent le faire sans problème, mais tout venant et que, quel que soit quand on commence l'escalade, il y a des jeunes qui peuvent dire, moi je peux le faire éventuellement, et là, c'est très sécurisant s'il n'y a rien en bas qui puisse stabiliser un peu les choses. Pareil, pour quelqu'un qui peut monter directement sur le même bloc, par exemple, il y a des possibilités éventuellement de lâchage, et à ce moment-là, il n'y a rien qui sécurise complètement les choses, donc il faut vraiment être très vigilant sur ce type
de lésion. Une thèse très intéressante qui a été faite en 2019, M. Marsh, et qui a fait une épidémiologie et circonstances de survenue des blessures lors de la pratique de l'escalade de bloc. Très intéressant parce qu'il a répertorié toutes les lésions qui étaient présentes et dans l'aigu, ces lésions aiguës, à partir de là, on voit que par exemple la main et le poignet, ils affichent 10% des lésions. Le pied et la cheville, on aigu toujours, ils présentent 19% des lésions. Le genou, c'est 10% et l'épaule, 14%. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité, soit que la main, éventuellement, parce qu'il lâche prise ou il fait une pathologie spéciale, mais surtout la pied et la cheville, parce qu'avec la chute, il se réceptionne sur la cheville des entorses, des petites fractures, et ainsi de suite. Ça, c'est important de faire attention à ça et de mettre un peu à l'écart un peu ce type de lésion. Pour les lésions chroniques, la même chose, dans la même technique, effectivement, on se rend compte qu'il y a peu de lésions des doigts. Pourquoi? Parce que les lésions chroniques, ça veut dire que c'est des lésions des gens qui ont fait l'escalade depuis des années. Donc, ils sont habitués à avoir ce traumatisme-là, macrotraumatisme ou microtraumatisme. Et à partir de là, ils font attention à leurs mains, ils font attention à leurs genoux, ils font attention. Mais malheureusement, et c'est l'épaule qui prend 18,9%. Pourquoi? Parce que dans ces lésions chroniques, il y a des jetés, il y a des phénomènes de force qui s'en font, donc il se jette sur l'appui, il va se suspendre avec tout son poids sur son épaule, et c'est l'épaule qui prend, lésion d'étirement. C'est pour ça que ça peut se retrouver dans ces chiffres-là. N'oublions pas, en chronique aussi, avec les contractures, ce qui se passe et à ce niveau, avec les contractures musculaires, les loges musculaires qui sont sous tension, on a ce qu'on appelle un syndrome de Loge. Syndrome de Loge, ça veut dire que c'est un loge de l'avant-bras, par exemple, qui est sous tension. Il y a une enveloppe qui est très fibreuse et qui empêche les muscles de respirer quand ils travaillent beaucoup. Et à partir de là, il y a une hyperpression qui se fait à l'intérieur de l'avant-bras. L'hyperpression de l'avant-bras, ça fait une nécrose musculaire, ça peut donner une paralysie au niveau des nerfs à ce niveau par le syndrome de Loge. Et ça, c'est quelque chose quand on est en aigu. Par contre, en chronique, on a des escaladeurs, des grimpeurs qui viennent nous voir parce qu'ils ont mal au niveau de leur avant-bras, ils ont mal au niveau des pieds, au niveau de leurs jambes, et on va voir par rapport aux gestes qu'ils font, quelle est l'articulation ou la loge qui est la plus supportée. Par exemple, une loge antéro-externe, ça peut donner une douleur à ce niveau avec des crampes. Et à partir de là, ils n'arrivent plus à assurer l'effort à ce niveau. Et effectivement, il ne faut pas l'oublier parce que c'est un syndrome qui a été bien décrit, surtout sur les avant-bras, par notre fédération d'escalade. Les contractures et les crampes, ça s'explique parce que les contractures et les crampes, c'est les positions un peu de devers qui sont là. On a deux pieds qui sont en appui, on a une main qui tire, et à ce moment-là, ce coude-là qui est sous tension, regardez ici chez un professionnel, regardez les muscles commencer, c'est comme si c'était une planche anatomique. Et à partir de là, quand on appuie trop dessus pour tenir tout le poids, regardez la corde de sécurité, mais la corde n'est là que pour la sécurité. C'est pas la corde, on grimpe pas avec la corde, on grimpe avec les mains et les pieds. Et à partir de là, ça peut créer des tendinites, des épicondylites, par exemple, du bord externe du coude. Ça peut être aussi une tendinite du biceps. Regardez le biceps qui est là, et à partir de là, la compression importante là-dessus. Ça peut être aussi des douleurs nerveuses au niveau d'une contracture à ce niveau. Donc, c'est très important de savoir un peu le type de lésion et le type de lésion qui est dans quelles circonstances c'est survenu. Est-ce que c'était au moment d'un accrochage? Est-ce que c'était au moment d'un étirement? Est-ce que c'est une douleur qui arrive dès qu'il est dans cette position-là? Et donc, c'est pour ça qu'il faudra comprendre un peu le geste technique de l'escalade pour qu'on puisse savoir un peu la relation entre la pathologie et entre la geste technique, ce qu'on appelle les technopathies qui peuvent être présentes. Je ne parle pas pour les champions qui, eux, ils sont bien suivis, ils ont toujours des kinés, ils ont toujours des entraîneurs qui sont à la base et effectivement, ils peuvent voir un peu les choses. Je parle un peu de tout venant qui commence à faire de l'escalade dans les murs et à partir de là, je ne sais pas, docteur. À chaque fois que je fais l'escalade, ça fait mal. Mais est-ce que vous vous êtes préparé? Est-ce qu'il y a eu un geste sportif qui a été préparé avant de faire ces gestes-là? C'est ça ce qui est important. Regardez par exemple ce qu'on appelle délayé, ça veut dire que quand il y a une crampe qui arrive
au niveau musculaire, ben, il faut impérativement laisser tomber un peu les muscles à ce niveau. Et vous voyez un peu ce membre qui est vers le bas et qui est pendu un peu pour décontracter les muscles. Donc parfois, les grimpeurs, ils utilisent la magnésie par exemple pour accrocher, mais ils utilisent un peu ce geste-là de magnésie pour soulager la tension qui se fait sur leurs bras à ce niveau. Autre syndrome qui est possible, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la traversée thoracobrachiale. Certains patients, ils ont des pathologies liées à une petite malformation qui fait ce qu'on appelle le syndrome des scalènes, ça veut dire des muscles de scalène qui appuient un peu sur l'artère et de là sur les nerfs. Et dans la position, on surélève un peu le bras, à partir de là, ça donne des douleurs à ce niveau. C'est des gens qui, effectivement, des sportifs qui viennent nous voir pour dire, docteur, à chaque fois que je lève mon bras et je le mets vers le haut, je sens que le bras est mort. Je suis obligé de descendre mon bras pour diminuer la douleur. Il faudra être conscient que pas tout le monde a ce syndrome-là, mais il faudra le voir pour stabiliser. Deuxième possibilité, une faiblesse des muscles du dos fait que l'épaule, elle se déjette en avant, et à partir de là, quand on se lève avec une omoplate qui n'est pas stabilisée, on peut créer un conflit entre cette région, dans l'artère, la veine, et puis les nerfs, qu'on appelle syndrome de la traversée thoracobrachiale. Regardez par exemple même un champion dans cette position, à partir de là, son bras il est dans la position haute, il s'est habitué, il a renforcé ses stabilisateurs de l'omoplate, ce qui me manque effectivement pour les gens qui font de l'escalade sans renforcer cette lésion-là, et donc ils ont effectivement d'autres lésions qui apparaissent à ce niveau. Revenons à la littérature. Un article de 2000, il a commencé à dire, mais dans les sportifs qui sont professionnels, quelles sont les pathologies? Est-ce que ça change un peu au niveau de ce qu'on revoit de tous les jours des sportifs dans les salles, dans nos salles? Effectivement, dès qu'on voit qu'au niveau professionnel, la plus importante, c'était la pathologie de la main. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des risques importants au niveau de la main, les professionnels, ou les champions qui sont déjà à des niveaux très importants. N'oublions pas, première chose, la chute, avec les possibilités de traumatisme crânien, fractures et ainsi de suite, mais surtout, c'est la pathologie de la main qui est la plus importante, 41%. Parce qu'il y a, au moment de l'agrippement, comment il agrippe un peu la paroi, comment il fait ça? Ça, c'est à l'extérieur, mais ça peut être aussi sur un mur d'escalade. Et effectivement, ça peut donner certaines pathologies à ce niveau. En effet, quels que soient les gestes de l'escalade qu'on pratique, il y a toujours ce qu'on appelle un appui sur 3 points. 2 pieds, une main, un pied, 2 mains. Et effectivement, pour faire un passage à ce niveau, il faut toujours qu'il y ait un centre de gravité qui part d'un côté ou de l'autre, et à partir de là, ça donne une tension. Surtout pour le type d'escalade habituel, il ne faut pas utiliser les mains pour pouvoir grimper complètement tout seul sans qu'il y ait l'appui du pied. Certains champions, ils l'ont fait en disant on va essayer aujourd'hui un mur d'escalade sans pied. Or là, il faudra se préparer, il faut que l'épaule soit préparée, il faut que la main soit préparée avant d'avoir des soucis à ce niveau. Donc, des jeunes qui, dans un mur d'escalade, ils vont dire allez, on y va, aujourd'hui, on va faire l'escalade sans pied ou quelque chose, il faut préparer. Et à partir de là, il faut être très vigilant quand il y a ces types de douleurs. Pareil, ça peut être aussi des douleurs lombaires, parce qu'effectivement, un devers qui devrait regarder vers le haut et pour revoir un peu les choses, s'il a un problème de spondylolesthésie, s'il a un problème lombaire bas ou quelque chose, ça peut déclencher une instabilité à ce niveau. Ce n'est pas tout le monde des champions, mais il faut savoir comment il faut faire là-dessus. Regardez par exemple, un champion qui peut s'accrocher à ce niveau, il a besoin effectivement d'avoir une souplesse. Il fait un appui sur une jambe, un appui sur une main opposée, et qui permet de libérer une main, libérer l'autre jambe. Et à partir de là, le centre de gravité de son corps, il va se retrouver de ce côté-là. Et donc, il y aura moins de gêne que si c'était complètement de devers, et à partir de là, il part complètement sur le côté. On parle aussi d'une souplesse. Regardez cette grimpeuse où vraiment la flexion du genou, elle est au maximum. Mais ce n'est pas que ça. Ça veut dire qu'elle est au maximum et en même temps, elle force complètement sur ses ménisques, elle force complètement sur ses ligaments et elle va mettre de l'appui dessus. La rotule, n'en parlons pas. Et effectivement, quand on voit que, effectivement, docteur, j'ai mal quand je fais ce type de geste ou quelque chose, parce qu'elle nous montre un peu le geste qu'elle fait et quand elle a mal, on comprend un peu les choses parce que le ménisque parfaitement bien, ça va forcer un peu les choses là-dessus.
un champion du monde, effectivement, il peut utiliser ça, il peut utiliser les pieds, il peut utiliser la force des pieds, mais surtout, il a de bonne musculature qui permet au moins de contrarier que si le pied lâche, au moins il y a quelque chose qui tient. Quelqu'un qui n'a pas une bonne musculature, ben, il va arracher parce qu'il va étirer son épaule et à partir de là, il y aura des douleurs sur son biceps, des douleurs sur sa coiffe, des douleurs ailleurs, sur les muscles de l'omoplate, il y aura peut-être une compression nerveuse. À partir de là, si on n'a pas préparé un peu les choses. Regardons une vidéo, par exemple, pour voir un peu le passage. Effectivement, il faut impérativement que le centre de gravité soit près du mur. Et quand il est près du mur, à partir de là, par exemple, le centre de gravité est loin du mur, il est obligé de forcer sur ses pieds, forcer sur les mains pour pouvoir accrocher. Ça, c'est mauvais, parce qu'effectivement, si on s'accroche et sans aider avec les mains, avec les pieds, là, quand on fait centre de gravité près du mur, l'appui qui est au niveau de cet appui-là, ça va forcer un peu d'un côté quand il veut changer de direction et ça va soulager la traction sur la main. Donc, on n'essaye pas de forcer avec la main. Si on force avec la main, ben, il y aura des douleurs sur la main, des douleurs sur le coude, des douleurs sur l'épaule. Donc, si on a un mauvais geste technique, ça peut poser un problème. Et effectivement, le fait de faire un mouvement en drapeau qui permet de venir d'un côté ou de l'autre pour que le centre de gravité soit parfaitement bien stabilisé par cet appui qui va se faire là-dessus. Et maintenant, pour pouvoir pousser pour qu'il passe vers le haut, il va pousser complètement sur l'appui et regardez la flexion. À partir de là, ça va forcer complètement sur son ménisque, flexion complète, et à partir de là, ce qu'on appelle le talon-fesse, qui permet d'avoir une position de stabilité pour soulager les bras. Parce qu'effectivement, cette position permet, à partir de là, de stabiliser l'appui, de stabiliser le centre de gravité. Il n'a plus besoin de forcer sur la main. Et pour ça, il peut lâcher la main à ce niveau. La position idéale, donc, il faut garder le centre de gravité loin là. Merci aussi pour les différentes présentations YouTube que j'ai pris un peu des vidéos, Vincent Grimpe ou d'autres collègues qui puissent effectuer d'autres grimpeurs qui n'ont parfaitement bien expliqué un peu les choses à leur manière parce qu'effectivement, ils comprennent parfaitement bien le geste technique et comment il faut faire. Effectivement, comme on avait dit, le centre de gravité devait être près du mur et non pas contre le mur comme ça, parce qu'effectivement, on évite un peu les glissements des appuis. Là, heureusement, il y a un trou qui permet de stabiliser. Là, peut-être ça peut glisser. Et à partir de là, quand on a un centre de gravité très loin, le moment de force qui est loin, à partir de là, le poids du corps, il agit comme un moment de force et là, on peut se faire des lésions à ce niveau. Regardez par exemple, quand on a le dos au niveau le centre de gravité près du mur, les appuis sont tout à fait en flexion, ce qui donne une force, et en même temps, on fait une force à ce niveau, au niveau du genou, pour avoir un appui complet, tout en sachant que la force d'un genou est 2 fois, 3 fois plus forte qu'une force au niveau d'une main, à ce niveau. Quelques mouvements, ce qu'on appelle l'opposition, ça veut dire qu'on va forcer les 2 épaules en arrière parce que c'est une paroi. Pour tenir la paroi, il va mettre les 2 pieds de part et d'autre et les mains et ils font une reptation verticale. Regardez un peu la force qui va être mise sur les épaules et ça c'est important. Heureusement, ça c'est pas tout le temps, c'est des champions qui le font, mais pas tout le monde à ce niveau. Surtout un mouvement qui est très connu, ce qu'on appelle la lolotte. Regardez par exemple, appui au sol, le genou qui part. Regardez par exemple, ça c'est une lolotte qui a été faite à ce niveau. Ça permet de soulager et de remonter un peu pour redonner, mais regardez la laxité qu'il faut pour pouvoir stabiliser. Or là, parfois, ça peut donner des douleurs importantes à ce niveau, au niveau du genou. Le grimpeur, il va me dire, j'ai fait une lolotte, ça a claqué, et à partir de là, on comprend les choses parce que ça plie, et il y a une force dessus, et en même temps, on tourne, une rotation. Donc, atteinte méniscale, atteinte ligamentaire à ce niveau. Geste aussi, c'est le talon. Regardez le talon qui s'accroche pour qu'on puisse forcer un peu, en force sur là. Donc, si l'appui est sur la chaussure, ça ne pose aucun problème. Par contre, si l'appui est au niveau du tendon d'Achille, là, ça pose des problèmes. Et effectivement, ça peut donner des tendinites, ça peut donner des douleurs et même des ruptures parfois. Regardez la main qui est coincée aussi. Donc là, il y a des pathologies spécifiques. On les verra tout à l'heure.
C'est pour ça qu'on dit pour la grimpe et pour l'escalade, il faut une souplesse. Et effectivement, quand on voit cette lolotte qui a été faite avec la pointe du pied qui est là, le genou qui tourne et qui permet en tournant de remonter vers le haut, c'est la même chose aussi. Ici, un pied bloqué, mais pour pouvoir remonter, il faut que l'épaule soit étirée au maximum et effectivement délayer un peu le bras et à partir de là, reprendre pour qu'on puisse avoir un appui qui va se faire là-dessus. Donc, ne cherchez pas à augmenter votre niveau en y allant d'un seul coup. Non, il faut y aller progressivement pour adapter la souplesse, adapter vos muscles aux efforts qui vont être demandés lors d'une difficulté d'un mur d'escalade. Pareil, regardez par exemple historique, c'est la sécurité avec une corde tout autour du thorax qui a été faite, mais ce qu'on utilise ici sur une fissure, c'est l'appui au niveau du mur et l'appui inverse au niveau des mains. Donc, ce qui fait qu'il y aurait une stabilité au niveau de l'appui pour qu'il puisse remonter. Donc, il va commencer comme s'il marchait sur le mur en s'aidant avec ses mains. La même chose peut être effectuée sur un mur d'escalade. Regardez ici, appui, appui, et à partir de là, ça permet, avec un appui au niveau du bras, qui permet de stabiliser un peu les choses. On utilise parfois les deux pieds comme ça avec deux mains, mais ça peut être aussi un appui avec un pied, une main et un pied. Regardez le talon qui appuie sur l'appui, la main qui passe dessus pour donner un peu plus d'impulsion et surtout une stabilité jusqu'à ce qu'il puisse passer à l'étape d'après. Pathologie possible à ce niveau. Donc, commençons par la main, parce que c'est la main qui est la plus en attente. Donc, sur une corde, attention au passage de mousqueton. Là, c'est bon, quelqu'un de professionnel, il va la passer d'une manière très rapide. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, et quand il est en panique, à partir de là, une plaie possible au niveau des doigts. Donc, à partir de là, faire attention à ça. Est-ce qu'on passe la corde pour la sécurité, mais en même temps, on va se faire des douleurs au niveau des mains. Regardez l'appui qui se fait sur la main opposée, qui permet de stabiliser deux pieds au sol, sur les pointes, et à partir de là, la main qui est là, on peut libérer la main pour pouvoir passer la corde en sécurité. Par contre, si on appuie trop sur la main et à partir de là, on va passer la corde, ça va être dangereux. La même chose ici, les deux pieds qui poussent l'un à l'opposé de l'autre, qui permettent de stabiliser, donc deux pieds stabilisés, une main qui stabilise, et là, on peut, en suspension, passer la corde pour avoir la sécurité. Comme ça, s'il y a une chute, au moins, la corde qui est passée par là, il n'y a pas de souci à ce niveau. Commençons par l'anatomie de la main. On sait que la main, les tendons fléchisseurs de la main, ils sont doubles. Ça veut dire qu'il y a un fléchisseur profond qui passe jusqu'à la base du doigt, jusqu'à l'extrémité du doigt, et un fléchisseur superficiel qui s'arrête jusqu'à P2. Donc, on a métacarpien, première phalange, deuxième phalange, troisième phalange. La flexion du doigt à l'extrémité se fait par ce tendon profond. Et effectivement, pour qu'il soit bien à sa place, c'est comme une poulie. Pour que ça garde le tendon à sa place, il y a des structures fibreuses qui s'appellent poulies. Des poulies simples ou des poulies cruciformes. Or, les poulies cruciformes sont limites. Par contre, ce qui est le plus important, c'est ces poulies-là, par exemple ce qu'on appelle A2, et cette poulie-là qui s'appelle A4. Et que leur rôle, c'est de plaquer le tendon directement à ce niveau pour que l'action du tendon soit la plus forte. On verra ça plus tard. Et pour le tendon extenseur, la même chose. Le tendon extenseur, il continue là. Il se divise en deux languettes qui vont partir sur la partie distale, mais il y a ce qu'on appelle une structure qui s'appelle là une bandelette médiane qui fait que quand il y a une lésion à ce niveau, c'est le mallet finger, c'est le doigt qui est en marteau, et quand il y a une lésion à ce niveau, c'est ce qu'on appelle la boutonnière, la lésion de la boutonnière. On va regarder d'un peu près là-dessus. On commence par les appuis au niveau de la main. Regardez l'appui qui se fait sur des réglettes. Les réglettes, c'est des petites tuméfactions au niveau, donc des petites surfaces d'appui qui, effectivement, le grimpeur, il peut s'appuyer dessus. Regardez par exemple ici, où il y a un appui qui se fait et un appui qui se fait sur l'autre, mais avec une position un peu spécifique, ce qu'on appelle la position arquée, ce qui permet d'augmenter un peu la force. Regardez par exemple une vidéo où on voit un peu, là, il est en appui, comme on avait dit, en attente, et quand il voulait faire des crampes à ce niveau, donc quand il veut remonter un peu, là, sa main ne suit plus. Donc,
en délai, il y a des crampes, et quand il prend l'appui dessus pour avoir un peu de force pour remonter, bah, il est déjà en fin de mouvement là-dessus. Et on n'arrive pas à augmenter. Donc, effectivement, même les champions, ils ont effectivement des crampes et des douleurs musculaires sur l'appui de la main à ce niveau, qui fait qu'effectivement, pour remonter son corps avec le poids, avec la flexion des doigts, bah, il y a un effort surhumain qui va être fait, parce que techniquement, bah, à partir de là, il y a des crampes qui apparaissent, des douleurs au niveau articulaire, des douleurs à la main qui n'arrivent pas à augmenter. Il y a aussi, en dehors des réglettes, ce qu'on appelle les trous. Et des trous, ben, il y a ce qu'on appelle le mono, bi ou tri doigts, selon la possibilité de mettre un ou plusieurs doigts dans le trou. Or là, c'est une position qui est de confort, on va dire confort dans le sens où il y a un attache, c'est pas comme une réglette, où il n'y a pas, ça glisse. Là, le doigt, il est coincé à l'intérieur du trou. Parfois, c'est peut-être un pied sur un trou qui peut avoir une stabilité. Or là, ça donne une pathologie. Par exemple, on va voir un peu sur cette position-là, qu'est-ce que ça donne? Ça peut être aussi la main qui est posée à plat à l'extérieur ou sur un mur d'escalade, ce qui permet effectivement de soulager un peu l'amplitude. Regardez par exemple, ça peut être aussi des doigts qui sont tenus par un coincement, ce qu'on appelle un coincement au niveau des doigts. Ça peut être aussi effectivement un coincement au niveau de l'avant-bras, comme ça peut être aussi un coincement au niveau du poignet à ce niveau. Regardez par exemple. Or, cette possibilité, ça donne des lésions. Coincement d'un doigt à ce niveau, entorse du plan interne, entorse du plan externe, subluxation. Coincement de l'avant-bras, on avait parlé des syndromes de Loge chez un champion. À partir de là, parce qu'il fait beaucoup d'activité, si on écrase en plus, bah, ça fait augmenter un peu la pression musculaire. Ça donne un syndrome de Loge. Coincement du poignet, bah, c'est des lésions du carpe, des lésions importantes à ce niveau, parce que tout le poids, il va passer dessus, c'est pas une position de confort, et à partir de là, c'est coincé, parce qu'il est coincé entre deux. Ça permet d'avoir une sécurité, oui, mais ça peut donner une lésion. Donc, c'est important de savoir un peu le type de lésion qu'on a et les types de douleurs dans quelles circonstances. Regardez par exemple une main qui est complètement doigt entendu, avec une interphalangienne qui est pliée. On peut s'accrocher dessus à l'extérieur, comme on peut s'accrocher dans une salle éventuellement. Ça donne une certaine pathologie. Ce qu'on appelle les muscles lombricaux, par exemple, qui sont des muscles entre le tendon fléchisseur et l'extenseur. Et quand ils sont plusieurs à ce niveau, et donc s'il n'y a qu'un seul doigt qui est en extension à ce niveau, comme ici, ben, il y a un risque. Par contre, si on plie les doigts, à partir de là, ça va soulager un peu les choses, ça va soulager un peu, parce que les lombricaux, eux, ils vont protéger un peu le doigt et protéger le lombrical qui est en extension à ce niveau. Donc, attention à la préhension. Il y a des préhensions à risque, des préhensions non risquées. Ils peuvent être maintenus par les doigts, comme on avait parlé. Regardez les doigts en arqué, comme on l'avait dit. Regardez ici cette position. Or là, si on revient à l'anatomie, bah, à partir de là, le tendon fléchisseur avec ses poulies à 2 à 4, et effectivement à 2 à 4, et effectivement, quand on force trop dessus, bah, le tendon il va prendre la tangente, il va casser cette poulie, et c'est ça le risque. Parce que si tout le poids il part sur la main, bah, chez un grimpeur professionnel ou chez un grimpeur de longue date, effectivement, les tendons, les tissus sont un peu moins fibreux, et à partir de là, bah, ça peut casser à ce niveau. Et c'est une pathologie très connue. Les doigts en semi-arqué, la même chose. Là, ça force en arqué, mais ça, en semi-arqué avec un doigt qui est en extension, ça peut donner une certaine lésion. Et effectivement, un article qui parle un peu de ça, les préhensions de la main en escalade, c'est très bien fait. Et à partir de là, on voit un peu les photos qui correspondent à cette position des mains, avec une explication, par exemple, que j'ai ajoutée pour dire, effectivement, quand on est en position arquée, regardez le tendon. La force du tendon, elle est forcée comme ça. Donc, elle va contrarier le poids. C'est une prise très importante parce que ça permet d'avoir une force phénoménale là-dessus. Par contre, quand le doigt il est tout droit, à partir de là, la force va se faire sur le petit doigt simplement, sur un doigt, et à partir de là, la force qui est contrariée, elle est minime à ce niveau. Donc, on a plus de force quand on est en position arquée. Or, la position arquée, comme on avait dit, hyperextension de l'IPD, flexion de l'IPP et à ce niveau, regardez les planches d'exercice d'entraînement qu'on fait pour des petites réglettes, et à partir de là, bah, quand on fait cette position, bah, il va déchirer sa poulie. Ça, c'est la poulie A2 qui est déchirée, ça peut être la poulie A4 qui est déchirée aussi. Et à partir de là, quand il est déchiré,
bah, automatiquement le tendon il prend la tangente. Regardez par exemple le doigt, au lieu qu'il soit parfaitement bien là, on a un volume augmenté à ce niveau. Or là, la force qu'on va essayer de serrer, ça va être diminuée. Pourquoi? Parce que le tendon, comme il a perdu sa course, à partir de là, la fonction, elle n'est pas bonne à ce niveau. La rupture de la poulie, bah, c'est la douleur aiguë au niveau d'un doigt, A2 ou A4. Au moment d'un geste, c'est un coup de fouet, une saillie palmaire du tendon, une douleur sur P1 et P2 et effectivement un handicap immédiat. Il n'arrive plus à plier, il est très douloureux. On fait une IRM, qu'est-ce qu'on va trouver? Le tendon qui est bien à sa place et le tendon avec une rupture de la poulie. À partir de là, bah, il va prendre la tangente. Et à partir de là, il peut être une rupture multiple, ça veut dire qu'il peut casser l'A2 et l'A4 en fonction de la force qui a été appuyée pour contrarier un peu ces tendons. Un travail qui est très bien fait, qui date depuis 2008-2009, sur les ruptures des poulies, avec un arbre décisionnel que je trouve correct. Ça veut dire qu'effectivement, quand on calcule sur l'échographie ou sur une IRM, par exemple, une distance tendon-os qui est inférieure, donc c'est un traitement de par étirement. Quand il y a une rupture unique d'une poulie, c'est un traitement conservateur. Quand il y a plusieurs ruptures, ben, c'est là traitement chirurgical. C'est à voir avec le niveau de grimpeur qu'on a dedans. Donc, ça veut dire un tout venant et qui grimpe un peu et qu'il a une petite lésion, mieux vaut ne pas l'opérer et de mettre un traitement orthopédique pour lui, un traitement fonctionnel. Effectivement, en fonction du grade de la lésion, les délais effectivement de reprise du sport, c'est après 4 semaines, mais il y a après 8 semaines, et une reprise complète du sport, c'est pas avant 3 mois ou même 6 mois, parce qu'il faut porter ce qu'on appelle des tapes qui permettent de stabiliser. On commence par des bandages de type syndactylie. Quand on le construit, ben, on le construit avec un tendon qui est sur le poignet, on va prendre quelque chose, ou une réinsertion, et effectivement un entraînement important. Regardez par exemple le strap qui est là, ça permet de plaquer le tendon pour cicatriser un peu les choses et d'avoir une cicatrisation fibreuse de cette rupture, de cette distension de la poulie. Ne pas oublier que parfois, il n'y a pas que la poulie, il y a aussi le doigt en ressaut. Ça veut dire le tendon, il a été étiré, donc il s'est blessé, et le volume de ce tendon a augmenté, donc il ne passe plus à travers les poulies. Et donc, ça fait un ressaut. Et effectivement, c'est une des pathologies. On a des possibilités aussi de rééducation. Regardez ces réglettes qui permettent en fonction de la profondeur, en fonction aussi du délai, pour dire est-ce qu'on peut commencer ou non pour l'activité sportive. Je veux rester un peu vague sur les possibilités, mais surtout, il faudra que vous voyez un peu ce système, un strap qui est coupé en H et qui permet d'être mis de part et d'autre, qui plaque le tendon, et c'est en préventif. Donc, quand il y a des ruptures comme ça, mieux vaut à ce moment-là arriver avant la rupture et de mettre des straps préventifs à ce niveau. N'oublions pas de le préciser à nos grimpeurs pour effectivement faire du strap, faire quelque chose. N'oubliez pas qu'à l'extérieur, il y a des déchirures de la pube, des déchirures des bras parce qu'effectivement, c'est un peu acéré. Certains professionnels, ben, ils mettent des straps, même à l'extrémité, pour bloquer un peu, pour éviter. Même sur les murs d'escalade de vitesse, par exemple, ben, on a des straps qui se mettent sur les bouts des doigts parce que ça va très vite et à partir de là, ça fait une lésion au niveau de la peau. Un travail qui a été fait effectivement par M. Rouleau en 2005-2006, qu'il a revu un peu les grimpeurs professionnels pour dire est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou non. Et effectivement, c'est des grimpeurs de haut niveau et il s'est rendu compte effectivement, il y a des lésions de type hyperkératose, ça veut dire une peau qui est très épaisse, à force de faire de la grimpe, à partir de là, c'est des doigts boudinés qui sont un peu inflammatoires. C'est pas des lésions de poulie, c'est simplement le fait que ça a été forcé. C'est ce qu'on appelle des lésions d'overuse et qui permettent de dire, bah, effectivement, c'est des douleurs à ce niveau. Donc, il y a un flessum, ça veut dire que le doigt ne peut plus être en extension parce qu'il y a toujours une articulation qui a été forcée. Il y a un aspect en boutonnière du cinquième parce qu'il y a une lésion du tendon extenseur, comme on sait que c'est un tendon faible. Quand on s'accroche parfois sur le cinquième, bah, il va léser cet tendon.
Et effectivement, il y a ces signes d'arthrose. Malheureusement, quand il y a de l'arthrose, on a peu de chances d'avoir des résultats corrects à ce niveau, mais les grimpeurs, ils l'acceptent. Il y a pas mal de grimpeurs qui viennent nous voir. Regardez, docteur, j'ai de l'arthrose au niveau de la main, qu'est-ce que je peux faire? Malheureusement, quand il y a des exostoses, quand il y a quelque chose qui gêne le tendon, on peut faire quelque chose, parfois des infiltrations pour soulager un peu les poussées, mais malheureusement, quand il y a de l'arthrose qui apparaît par overuse, c'est rare qu'on peut trouver une solution miracle là-dessus. Les prothèses ne vont pas là-dessus parce que c'est des travailleurs de force, c'est quelqu'un qui a besoin de sa main et de sa force pour pouvoir grimper, continuer à grimper ou faire d'activité et ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un doigt fragile à ce niveau. Donc, effectivement, il y a des nodules à ce niveau, des faces dorsales, et qui peuvent expliquer un peu les choses. Et une flexion totale limitée au niveau des doigts qui permettent effectivement de dire, bah, effectivement, c'est une main qui a souffert, c'est une main avec une peau hyperkératosique et que malheureusement, là, en extérieur, on ajoute aussi les problèmes du gel, les problèmes de la haute montagne et à partir de là, c'est différent un peu. Il faut, pour faire la grimpe, qu'il faut une souplesse importante. Parce qu'on voit effectivement, quand on va grimper, on va utiliser la main, la deuxième main et le pied. Et si on est très souple à ce niveau, c'est très difficile de passer en remontant. Regardez par exemple à l'extérieur, un geste qui se fait avec le marteau pour pouvoir grimper quand il n'y a pas une sécurité complète à ce niveau. Là, il y a une sécurité, c'est vrai, mais pour arriver là-haut, il est obligé de passer la main sous son pied. Le pied devra passer comme ça pour bloquer. Quand il y a de la glace, quand il y a de la neige, on n'en parle pas. Et effectivement, à l'extérieur, la souplesse, elle est faite aussi pour les petits blocs. Regardez par exemple le pied qui part en flexion dorsale, le genou en flexion, l'autre genou en extension complète, la main qui part en arrière et qui permettent de forcer un peu. Regardez la lolotte, comme on avait dit, un mouvement de lolotte qui est très souple à ce niveau, et effectivement, ça peut craindre des lésions à ce niveau. Et regardez pour les professionnels, quand on a une grimpe qui se fait avec une main, une autre main et le pied. Et là, ça pose un problème au niveau du pied, parce qu'effectivement, le pied, bah, un pied de grimpeur, c'est des lésions. Et les pieds des grimpeurs, regardez une chaussure normale, regardez la chaussure de grimpeur, comment elle est. Habituellement, c'est une pointure de moins. Pourquoi? Parce que quand on force sur le gros orteil, quand il est fléchi comme ça, on a une force importante là-dessus. Et surtout, l'appui devrait se faire sur la pointe du pied et non pas sur l'avant du pied, ni sur cet arc-là. Si on se met sur un appui avec cet arc-là, on glisse. Et à partir de là, il y a des dégâts à ce niveau. Par contre, quand on force complètement sur la pointe, on peut sur la pointe tourner et tourner dans les deux sens pour avoir un peu plus, et tout en sachant qu'à ce niveau, la ponévrose, ben, elle est un peu étirée, mais pas trop, et le tendon d'Achille, il agit un peu. Or, il y a un renfort qui se fait à ce niveau, il y a un renfort sur la face dorsale, il faut un renfort au talon et à ce niveau. Pourquoi? Parce que dans les prises, à partir de là, ben, il y a une prise sur l'avant du pied, par exemple ici, et une prise, on appuie sur là. Et quand on utilise un main-pied, ben, il faut que cette partie-là soit renforcée pour que ça puisse éviter des lésions à ce niveau. Combien de fois, dans la position, effectivement, quand on dit, on a des callosités au niveau des orteils, on a des problèmes d'ongles, parce qu'effectivement, il y a un conflit permanent qui se fait à ce niveau. Essayez vous-même, en mettant le pied à plat et d'avoir la force que vous faites, essayez de faire l'orteil comme on avait fait dans cette position, et là, vous sentez parfaitement bien la force qu'il faut pour là-dessus. Continuons un peu avec la main-pied et effectivement, on voit effectivement ces positions. Donc, soit qu'on appuie sur les pieds de part et d'autre pour avoir un appui stable, soit on va utiliser le pied comme un instrument pour pouvoir stabiliser l'appui. Regardez par exemple une vidéo qui parle un peu les choses. Regardez le jeu des pieds qui se fait. Et à partir de là, ce n'est pas que le jeu de la main, il faut que le pied soit stable. Et à partir de là, on a une main et on utilise la deuxième main pour stabiliser. Là, on a fait ce qu'on appelle un jeté. Et pour s'accrocher, ben, il est obligé de mettre la main, le pied, et on délaye un peu son bras. On met un peu de magnésie pour accrocher parce qu'il va rechercher cette plante-là. Pareil de ce côté, regardez comment elle a forcé un peu pour augmenter, mais le pied, c'est la pointe qui appuie et qui permet de tourner pour que le centre de gravité soit de l'autre côté et d'avoir une stabilité sans qu'il y ait d'étirement au niveau du bras et au niveau de l'épaule, avec une sécurité à ce niveau. Le pied, effectivement, les talons, c'est un peu difficile
Parce qu'effectivement, quand on met un talon, regardez la position du pied, comment elle est. Quand on met une chaussure normale, regardez la position. Chaussures effectivement de grimpe, effectivement, ils sont très rétractés. Les orteils commencent à être rétractés. Et à partir de là, parce que c'est dans cette position qu'on force un peu le mieux pour accrocher un peu le travail. Quand il y a une déformation du cinquième orteil, ce qu'on appelle un quintus varus. Et effectivement, le quintus, à ce niveau, il va faire un conflit avec la chaussure. Et qu'on arrive au maximum à les déformations nallux valgus avec des orteils qui sont complètement déformés parce qu'on appuie trop là-dessus, on a tellement appuyé sur la pointe du pied au moment de l'appui que à partir de là, ça peut créer des déformations ou surtout s'il y avait une déformation avant, ça va l'accentuer. Revenons un peu au niveau du pied et vous voyez que le pied, il peut être asymétrique ou symétrique. Et ça dépend de la forme. Donc, ce n'est pas n'importe quelle chaussure qui va partir pour un pied. Il y a des pieds qui demandent des chaussures asymétriques pour avoir une force au niveau des gros orteils, un pied égyptien par exemple ou quelque chose. Mais par contre, un pied grec, si vous mettez en asymétrique, il va avoir mal parce que effectivement, ça va faire une pression là-dessus à ce niveau. Donc, on continue un peu et on voit effectivement ces positions. Comme je vous ai dit, dans cette position-là, automatiquement le pied il force un peu. Là, dans cette position, le pied il force à la face antérieure et face à la face postérieure de l'autre côté pour avoir une stabilité d'appui. Même les champions, ils ont cette stabilité d'appui et effectivement, il faut aussi des musculatures pour pouvoir contrarier s'il y a un glissement au niveau d'un appui ou quelque chose pour qu'ils puissent stabiliser sans qu'il y ait de lésions à ce niveau. Quand il y a des chutes, c'est des entorses, c'est des fractures du cinquième métal, c'est des fractures, des douleurs au niveau de la ponévrose, comme ça peut être aussi des douleurs métatarsiennes. C'est pas que les pieds et les mains, il y a aussi l'épaule, le bras, le coude. Regardez les positions qu'on peut prendre en escalade, c'est le champion du monde. Et effectivement, vous voyez, pratiquement, c'est la musculature qui est correcte à ce niveau. Là, c'est un mouvement de lolotte qui a été fait en extérieur. Comme on avait dit, attention à ces mouvements de rotation. Quelqu'un qui est préparé, qui a une musculature qui évite un peu les lésions, c'est pas comme quelqu'un qui a commencé ou qui n'a pas ces possibilités-là. Effectivement, les tendinopathies, il y a les tendinopathies du coude, effectivement l'épicondylite du côté externe, l'épitrocléite du côté interne, les tendinopathies de la coiffe par étirement ou par lésion, comme on l'avait vu. Il y a aussi les tendinopathies d'Achille. Et effectivement, c'est le terrain pour toutes les tendinopathies possibles parce qu'il y a un effort qui se fait d'une façon importante et il faut être vigilant à ce niveau pour dire, effectivement, quand il y a une tendinite, ça veut dire une utilisation un peu plus intensive et à partir de là, voir un peu, soit arrêter le geste nocif, on ne va pas arrêter toute l'escalade, mais effectivement, les gestes qui peuvent risquer de faire une douleur au niveau du coude, au niveau épicondylite, et éviter de renforcer un peu, de renforcer la musculature pour équilibrer un peu ça. Tout en sachant, les lésions du muscle, c'est minimum 4 semaines. Une lésion de la poulie, c'est 16 semaines, ça peut être. Une déchirure de la poulie, c'est 24 semaines. Donc, on est déjà à 6 mois. Un ligament collatéral au niveau d'un doigt, c'est au moins 3 mois. Une fracture du doigt, c'est 2 mois. Facile. Et effectivement, pensez à ça, qu'il faut effectivement travailler sur un muscle chaud, travailler sans douleur, sans à-coups, pour faire des gestes d'étirement qui permettent de soulager, que ce soit le coude, le bras, l'épaule, la main, le poignet, les doigts, avec un travail spécial, simplement de préparation avant qu'on pratique l'escalade directement. Donc, ne partir jamais sur une escalade, sur un mur d'escalade, sur un bloc, tant qu'on n'a pas fait un mouvement d'étirement, un mouvement d'échauffement. Sinon, on risque une lésion. Ça peut être aussi au niveau de la main. Regardez les mains, les étirements au niveau des doigts pour éviter quelque chose. Donc, il faut toujours échauffer, récupérer après, faire quelques gestes pour récupérer un peu après des tensions, tout en sachant qu'il faut éviter un peu tout ce que se passe au niveau loge musculaire à ce niveau. Vincent Grave, merci à toi. Donc, effectivement, on a fait plusieurs échauffements. C'est une vidéo qui est très bien faite, qui permet de dire quels sont les mouvements qu'on peut faire au niveau du cou, au niveau du coude, au niveau du dos, au niveau des doigts, au niveau des épaules, squat, au niveau pour vérifier un peu l'appui qui va se faire, un mouvement au niveau des pieds, un mouvement qui va se faire au niveau de l'épaule pour étirer un peu les muscles qui tirent, un mouvement au niveau du dos pour stabiliser,
un mouvement au niveau des poignets qui permettent de faire des mouvements d'étirement, d'assouplissement, parce que c'est des articulations qui sont complètement stabilisées à ce niveau. Et effectivement, on peut faire aussi l'échauffement sur mur, tout en sachant que quelqu'un qui a un certain niveau, il peut faire l'échauffement sur un niveau inférieur pour éviter de faire des lésions et à partir de là, repartir sur un niveau supérieur s'il veut continuer à grimper. Et effectivement, il faut une hydratation suffisante parce qu'une déshydratation, c'est la cause des lésions musculaires et tendineuses et une diminution de la performance. 2% de perte d'eau égale 20% de perte de performance. Donc, les grimpeurs à risque sont qui? Sont les grimpeurs de moins de 3-5 ans de pratique, ceux qui ont développé une puissance musculaire trop rapidement parce qu'ils n'ont pas effectivement adapté leurs muscles à l'effort qui va être fait. C'est un entraînement mal adapté et c'est des grimpeurs parfois de moins de 14 ans parce qu'ils sont jeunes, ils veulent passer au maximum et à partir de là, ça pose des problèmes. Terminons par les atouts de l'escalade, qu'on va dire les 7 règles d'or. Il faut les doigts puissants, donc il faudra travailler un peu la force des doigts avec des pressions et à partir de là, ils peuvent s'agripper à n'importe quelle petite réglette pour que ça puisse avoir un peu les choses. Une souplesse de contorsionniste, vous avez vu comment le dos, la jambe et tout ça, donc il faudra travailler la souplesse, surtout des très bons biceps, abdos, triceps, trapèzes, parce que c'est eux qui vont accrocher et qui vont permettre de faire ça, mais avec l'aide des pieds toujours. Surtout une précision hors de commun au niveau des pieds. On avait dit que l'appui va se faire sur la pointe et non pas sous le pied ou éventuellement sur tout l'ensemble du pied parce que il faut tourner là-dessus. C'est pour ça que c'est très précis sur les appuis. Des jambes de mannequin, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être très musclé à ce niveau pour pouvoir pousser son propre poids. Un bon sens d'anticipation de la mémoire pour lire les voix, surtout lecture des voix, voir un peu quelle voix qu'on va prendre, quelle couleur, et effectivement une bonne concentration à ce niveau. Les erreurs, toujours respirer et oxygéner, c'est des efforts musculaires intenses, donc il faut une bonne oxygénation. Savoir chuter, pourquoi? Parce que si on tombe et on n'a pas appris, bah à partir de là, on a toujours l'appréhension. Il faut savoir le faire sur juste 50 cm, 1 mètre, on tombe en arrière et on essaye de chuter sur le coussin pour savoir comment on peut faire quand on se reçoit à ce niveau, pour éviter un problème d'épaule, problème acromio-claviculaire, un problème de fracture du poignet, fracture du coude. Dernièrement, on a opéré quelqu'un qui est mal tombé sur son coude parce qu'il a eu une fracture sus et intercondylienne, parce que le coude, il a vrillé et à partir de là, il n'a pas pu stabiliser son poids. Il faut faire une lecture du bloc, effectivement, comme on avait dit, on ne peut pas grimper tant qu'on n'a pas su de quoi il s'agit, quelle est la voie, le GPS du bloc. Il faut bien poser les orteils et non pas la plante des pieds, il faut faire un échauffement, il faut reposer les muscles, délayer, comme on avait dit, pour soulager, il faut délayer les bras, surtout attention à la soif, à la déshydratation, la nutrition, pour que ça soit correct, et surtout de bien dormir, parce qu'il y a un effort musculaire qui a été fait pour avoir toujours de l'énergie après. Et surtout, travailler aussi le centre de gravité au niveau du bassin et la souplesse du corps qui peut être très bien fait en balnéothérapie éventuellement ou en piscine. Et surtout, n'oubliez pas, l'escalade, c'est un sport qui peut être discuté avec tous qui ont l'habitude ou avec les pros qui sont présents dans les murs, parce que ça permettra de dire comment eux ils font, qu'est-ce qu'il y a l'erreur, ainsi de suite. N'hésitez pas, parce que c'est très important pour vous. Et donc, entraînement, c'est vrai que pour les champions, pour les Jeux olympiques, c'est la vitesse, c'est les difficultés et tout ça, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et effectivement, pour nos salles actuelles, pour préparer les Jeux, bah, ils ont des blocs qui permettent d'être modulés avec des appuis qui vont se faire selon la difficulté qu'on veut et ce que l'entraîneur il veut. Par exemple, aujourd'hui, c'est une voie 5A, demain, c'est une voie 5B, et ainsi de suite. Et on suit les codes couleurs pour que ça puisse être vrai à ce niveau. Chacun son entraînement. Ça peut être sur un mur, effectivement, avec des codes couleurs. Ça peut être chez soi, avec un mur incliné qui permet de dire bah, aujourd'hui, je vais travailler ça, je vais travailler ça, je vais travailler ça. Et surtout, chacun sa route. À partir de là, il y a des gens qui sont à ce niveau, il y a des gens qui sont de verre, des gens qui sont comme ça, et chacun il peut choisir sa route. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait honte des chutes, parce qu'effectivement, c'est un sport qui devrait être en sécurité là-dessus et ne pas dire, ben, effectivement, je suis à tel niveau que je peux monter très haut et à partir de là, la moindre chute, ça peut être importante à ce niveau pour arriver
à ce qu'il faut faire à ce niveau, c'est d'arriver au top à ce niveau par rapport à ce qu'on doit faire. Rendez-vous peut-être pour Paris 2024, pour l'escalade, et j'espère pour la France qu'on soit effectivement champion. On est parti pour, et effectivement, n'oubliez pas qu'il y a le sport santé, cancer de sein, avec effectivement mammectomie, mastectomie et chirurgie, curage ganglionnaire, l'escalade permet d'étirer, permet de faire un renforcement musculaire et permet de redonner un peu de l'espoir à ce niveau quand il y a des lésions. Pareil pour les enfants. À partir de là, on peut leur apprendre effectivement un sport santé qui permette de stabiliser, de travailler un peu tous les muscles en toute sécurité. Surtout, on ne va pas leur demander de monter très haut. On est sur 2 mètres et à partir de là, travailler un peu la souplesse. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'escalade sur ordonnance. Quand le sport devient un outil thérapeutique, c'est très important. Et je vous remercie pour tout ça.